Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. Comment voyez-vous votre œuvre aujourd'hui? Je pense que j'ai réussi à peu près ce que je voulais. En réalité, nous sommes des fantômes, mais... Vos histoires ne m'intéressent pas. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Fleur de Cactus est un podcast qui explore l'impermanence avec audace. Tout change, rien ne dure, tout a une fin, tout est recommencement. Je vous présente la saison 3 de Fleur de Cactus. Je suis Susanna Darcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Juliette Roguet, vous êtes socio-anthropologue. Vous venez de terminer votre thèse dont le thème va nourrir notre échange aujourd'hui sur la quête de sens et plus particulièrement sur la quête de spiritualité et d'exotisme mystique que véhiculent certains pays comme le Pérou où vous avez fait votre terrain de recherche. Juliette, bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Juliette, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous pitcher le thème de votre thèse et nous expliquer ce qui a motivé ce sujet? Pourquoi avoir choisi ce sujet-là? Peut-être que vous pouvez nous rappeler aussi exactement les tenants et les aboutissants de votre thèse. Bien sûr, alors moi j'ai travaillé principalement sur un groupe d'hommes que l'on appelle les bricheros, qui sont, pour résumer, des séducteurs professionnels de touristes au Pérou. Donc, ce sont de jeunes hommes qui vont entrer dans l'espace social touristique du Pérou et leur travail consiste en fait à se conformer aux attentes d'exotisme que les touristes projettent sur le Pérou. Ils s'y conforment, ils deviennent un petit peu les Péruviens que souhaitent voir les touristes en allant voyager au Pérou, afin de fasciner les touristes, puis de les séduire, et enfin d'essayer de gagner de l'argent en entretenant des relations amoureuses et sexuelles avec les touristes. Mais ce qui est important de préciser d'emblée, c'est que les touristes ne sont pas au courant qu'elles participent à une transaction économique. C'est-à-dire que le travail de ces jeunes hommes est d'abord de ne jamais montrer qu'ils travaillent. C'est ça leur expertise, c'est d'entretenir des relations qui s'apparentent, en tout cas qui pour les touristes sont des romances de vacances, de véritables romances ou aventures sexuelles. Ils arrivent ensuite à faire naître le don avec tout un ensemble de stratégies, mais sans jamais expliciter la négociation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de services sexuels clairs comme dans d'autres pays, par exemple en Haïti, République dominicaine, voire Cuba, où les échanges entre touristes femmes occidentales et hommes locaux sont beaucoup plus explicites. Et pourquoi j'ai choisi de travailler sur ce sujet? Parce que, les sujets de thèse, c'est toujours un long cheminement fait d'opportunités et parfois de hasard aussi, d'un enchaînement de plein de choses. Il s'avère que j'étais partie au Pérou en 2010 pour faire un échange universitaire, que le Pérou m'avait beaucoup plu, que j'avais décidé de continuer à travailler sur le Pérou en master. Et j'ai fait mon étude, mon enquête pour mon mémoire de master de recherche sur le néo-indianisme. Donc, sur le néo-indianisme au Pérou, autrement dit, sur toute l'indianité présentée dans le milieu touristique, c'est-à-dire sur une forme de nouvelle indianité qui est le produit d'une hybridation, d'un mélange, on peut parler d'un patchwork entre plein d'éléments qui font appel à l'exotisme, à l'authenticité, à l'indianité et qui viennent en quelque sorte se fusionner pour satisfaire les demandes d'exotisme des touristes. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte politique ou économique les bricheros apparaissent au Pérou? Donc les bricheros, ils apparaissent, la première occurrence qu'on note du terme bricheros, c'est à la fin des années 70, dans une petite nouvelle écrite par un auteur qui s'appelle Mario Guevara, qui est de la ville de Cusco, et qui raconte l'histoire entre un chasseur de gringa et une touriste espagnole, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Juste pour préciser, chasseurs de gringas, c'est les bricheros.
C'est eux, en partie, qui, de façon plus ou moins sérieuse, vont se dénommer ainsi. Hmm. Donc les gringas et les gringos, au Pérou en tout cas, c'est les étrangers blancs, aux yeux clairs et aux cheveux clairs, généralement. Ça dépend, l'emploi peut être plus ou moins péjoratif selon la situation. En fait, l'apparition de ce phénomène à Cusco, fin des années 70, début des années 80, est liée à la situation de crise à la fois économique et politique que subit le Pérou pendant toutes les années 80 et 90. En fait, les touristes ou le peu de touristes qui vont visiter le Pérou à cette époque-là constituent en fait des moyens de sortir du Pérou et de migrer. Au départ, c'est vraiment un phénomène migratoire, c'est-à-dire qu'il s'agit de se marier pour sortir du Pérou, obtenir des papiers. Ensuite, dans les années 90, avec la fin du conflit armé, etc., il y a un boom touristique au Pérou. Et donc, du coup, là, il y a beaucoup plus de touristes qui arrivent au Pérou. Et le bricherismo se transforme, puisque maintenant, il ne s'agit plus uniquement de vouloir sortir du pays, mais aujourd'hui, c'est vraiment un mode de vie, c'est-à-dire une façon de gagner de l'argent et pas forcément se marier et sortir du pays. Juste pour l'audience, pour rappel, le Pérou est issu d'un métissage culturel, génétique, qui vient tout droit en fait de la colonisation par l'Espagne de l'Amérique latine. Et donc je me posais comme question, quelles sont les origines ethniques de ces bricheros ? Bon, même si le terme ethnique est un peu polémique en anthropologie. Quand on pense au Pérou, on voit des Indiens et on voit pas forcément les grandes villes. Voilà, il y a vraiment des clichés en fait qui sont véhiculés par le Pérou et par ces pays-là d'Amazonie, en tout cas proches de la frontière amazonienne. Alors, c'est toujours très compliqué de parler d'ethnicité, comme vous l'avez bien dit. Néanmoins, en tout cas, leur profil socio-économique, pour utiliser un peu des termes sociologiques, c'est plutôt des jeunes hommes urbains, plutôt diplômés, plutôt de ce qu'on pourrait qualifier de classe moyenne, même si au Pérou, c'est très difficile d'utiliser les termes de classe moyenne. En tout cas, il faut faire toujours attention à ne pas plaquer les catégories européennes sur les sociétés latino-américaines, par exemple. Donc, du coup, aucun des informateurs ou de ces hommes avec qui j'ai travaillé n'est réellement quechua hablante, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas le quechua comme langue maternelle. Ils sont tous espagnol, tous plutôt grandis en ville. Néanmoins, ils vont mettre en scène une indianité, imaginer, fantasmer, stéréotyper l'image du dernier Inca, donc avec les cheveux longs. Beaucoup d'entre eux ont quand même les traits assez émaciés. Ils vont mettre beaucoup de bijoux, beaucoup de tatouages, donc des tatouages avec des symboles toujours liés à cette indianité, qu'elle soit d'ailleurs locale, andine ou ailleurs en Amérique latine. En fait, l'idée, c'est de faire indien, c'est de faire exotique. Et ce qui est très curieux, c'est que les bricheros ne sont pas issus des communautés indiennes ou du milieu rural péruvien. On pourrait dire, entre guillemets, ce n'est pas des vrais Indiens, mais qu'est-ce que c'est que des vrais Indiens ? Ça, c'est une grosse question aussi. Par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les membres des classes supérieures péruviennes les considèrent comme des Indiens. Donc en fait, ils ont vu une sorte de, une opportunité économique, culturelle, pour pouvoir mettre en scène une identité qu'ils vont pouvoir vendre à ces femmes. Enfin, vendre entre guillemets. Tout à fait. Beaucoup ont fait des études de tourisme, voire des études d'anthropologie. Donc il y a toute une circulation de la connaissance et l'accès à des mythes, à des récits, à des coutumes, c'est souvent fait quand même par les études. Et évidemment, c'est une opportunité à double tranchant, parce que même si le fait de se mettre en scène et devenir un Indien, ou alors de créer une authenticité artificielle, c'est une solution pour salir adelante, pour s'en sortir, néanmoins c'est à double tranchant, parce qu'il reste dans les rapports sociaux en situation de domination, que ce soit au Pérou ou en Europe quand ils arrivent. Donc, on va dire que l'opportunité est limitée par les rapports sociaux. Et on n'est pas vraiment conscient en Europe de ce racisme-là qui est latent. Ici, on a tendance à idéaliser cette indianité, alors qu'en Amérique latine, les autochtones sont sûrement et sans doute les groupes sociaux les plus défavorisés,
les plus racisés, les plus subalternes et je dirais même exploités. Et ça, je pense que c'est vraiment une réalité qu'on ne connaît pas bien en Europe. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces femmes occidentales qui se font chasser, je dis entre guillemets, parce que c'est le terme qui est utilisé par les bricheros. Vous parlez même de hasard amoureux, vous avez parlé de mise en scène. Quelle est cette mise en scène qu'ils créent ? Alors, j'ai fait une analyse quantitative des touristes, donc j'ai passé des questionnaires dans les lieux de chasse des bricheros. C'était un petit peu mon protocole. Je me suis dit, je vais passer des questionnaires pour essayer de comprendre les attentes et les dispositions des touristes en me mettant à la place, enfin, dans les lieux où vont chasser les bricheros, pour essayer de comprendre un petit peu cette espèce de réciprocité. La grande majorité des un peu plus de 500 personnes répondantes à mes questionnaires sont des femmes de moins de 35 ans, diplômées, une bonne partie célibataires. Voilà, c'est des femmes blanches, célibataires, hétérosexuelles, plutôt diplômées et je dirais plutôt progressistes ou plutôt de gauche. Et alors, il y a des réponses très claires, il y a des tendances très claires sur pourquoi venez-vous au Pérou. Ce qui revient très souvent, c'est passage rituel initiatique pour me découvrir, pour vivre une expérience extraordinaire. Alors, il y a beaucoup d'éléments de vocabulaire du développement personnel qui reviennent. Beaucoup le voyage vraiment comme passage initiatique, comme rituel initiatique. Et ce qui revient dans les attentes de ces femmes, c'est je viens au Pérou pour découvrir une authenticité qui n'existe plus dans les sociétés occidentales. Vraiment, dans l'imaginaire de ces touristes-là, le fait de se déplacer géographiquement, ça revient à faire un voyage dans le temps, ce qui est intéressant et problématique dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de déplacement pour revenir dans le passé du développement, c'est-à-dire une démarche tout à fait essentialiste, et donc la fascination exotique est tout à fait essentialiste et cousine du racisme, en fait. On pourrait peut-être rappeler ce qu'est l'essentialisme, qui est un concept anthropologique très important, surtout quand on étudie des questions liées à l'indianisme, l'indigénisme. Pour faire très rapide, c'est naturaliser des traits culturels qu'on va accorder à certaines cultures, à certains peuples. Et ces traits culturels naturalisés ont la caractéristique d'être immuables, en tout cas d'être figés. Donc il y aurait des traits caractéristiques à certains peuples. Une image essentialiste de l'indigène, je donne un exemple, par exemple, quand je suis allée au Mexique et que je voyais los huiraricas, eh bien, ils étaient habillés avec leurs habits, brodés à la main, ils véhiculent une image qui correspondrait un peu à notre imaginaire quand on imagine un autochtone, mais ils parlent espagnol, ils ont un téléphone portable, ils ont accès aux réseaux sociaux. Donc en fait, dans notre imaginaire à nous, on n'a pas l'envie et même on ne s'attend pas du tout à ce qu'ils aient des stratégies, des comportements que nous-mêmes on adopte. Mais c'est exactement ce que vous dites, c'est exactement ça. C'est-à-dire que beaucoup de personnes que j'ai interrogées, que ce soit dans les questionnaires ou dans les entretiens, donc des touristes, veulent voir le vrai Pérou. Une jeune femme allemande qui m'a dit, moi ça fait 3 mois que je suis à Lima, donc la capitale du Pérou, j'en ai marre, moi je suis venue ici pour voir le vrai Pérou. Ça veut dire que Lima, la capitale du Pérou, dans son esprit, c'est le faux Pérou. Alors que, on ne peut pas être plus au Pérou qu'à Lima, c'est pas possible. Et les Liméens sont péruviens au même titre que tous les autres. Et donc, du coup, ce qu'elle voulait, c'était voir les Péruviens qu'elle attendait de voir et l'image modelée par un ensemble de stéréotypes essentialistes et en fait racistes. C'est quand même beaucoup ça aussi, quoi. C'est-à-dire que la fascination exotique, encore une fois, elle est... c'est très délicat comme question, mais en tout cas, voilà. Et une fois, elle m'a dit, voilà, j'ai été faire le Machu Picchu et il y avait des porteurs qui étaient, eux, des vrais Péruviens. Et en fait, dans sa tête, les vrais Péruviens,
cette analogie-là, ça voulait dire que pour elle, les vrais Péruviens étaient des gens pauvres, en fait, enfin pauvres et Avec un faciès plutôt oui, autochtone. oui. Sauf que ce qui est très important, c'est que, et ça, c'est vraiment en étudiant les Bricheros, on comprend très bien ça, c'est que l'authenticité ou l'exotisme attendu par les touristes, ce vrai Pérou ou les vrais Péruviens qu'elles souhaitent voir, il faut pas que ce soit trop distant. En fait, il faut que ce soit conforme aux attentes pour que l'expérience du voyage soit satisfaisante, si vous voulez. Si on voit une altérité trop radicale, ça va pas être agréable en fait, ça va être perturbant. Donc on veut une altérité exotique conforme à nos attentes, qui soit dépaysante, mais pas Donc dérangeante. on comprend mieux comment ces bricheros réussissent à instrumentaliser cette ignorance de la part de ces touristes européennes. Enfin, quand je dis ignorance, c'est pas malveillant, mais c'est un manque de connaissance en fait du pays et comme vous disiez, peut-être une forme de racisme inconscient, de... Mais c'est exactement ça. Et en fait, ce qui est intéressant dans les dispositions, enfin dans ce que les touristes attendent de voir, par exemple dans mes questionnaires, la grande majorité répondent on attend de voir de l'authenticité, du mystique, du naturel. Et en fait, on se rend compte que ces termes-là, ces catégories-là, elles sont vides, elles sont très plastiques. C'est-à-dire qu'on peut y mettre un petit peu tout ce qu'on veut à l'intérieur. Il faut quand même préciser que, euh, que ces femmes qui voyagent en général sont plutôt jeunes, plutôt étudiantes, donc évidemment riches enfin, par rapport à la société péruvienne. Il y a beaucoup d'attentes derrière le voyage. Ça peut être un investissement économique très grand pour ces femmes, mais finalement, peu de choses à mettre dans ces mots d'authenticité, de nature, de mystique. Et c'est normal en fait de ne pas connaître réellement. Enfin, c'est normal. Je ne sais pas si c'est normal, c'est pas exactement le bon terme. En tout cas, il est très facile pour les bricheros de raconter tout un tas de choses à ces touristes. Et elles tombent nez à nez avec un homme aux cheveux longs, tatoué de partout, avec des bijoux qui va leur raconter que son grand-père était chaman et que leur rencontre est un produit des forces de la Pachamama et qu'il est impossible de ne pas continuer cet échange puisque si elle a été sur son chemin, c'est que les forces telluriques des montagnes de Cusco Ok. l'ont posé là. Euh, à vrai dire, quand on ne connaît pas le Pérou, c'est extrêmement difficile de comprendre que tout ça, c'est faux. Et puis, c'est absolument fascinant. Et par ailleurs, eux, comme vous l'avez très bien dit, ils savent exactement quoi dire, comment le mettre en scène. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un ensemble de savoir-faire sur pour créer le hasard amoureux dont vous me parliez tout à l'heure. Hein, les bricheros vont m'expliquer qu'ils savent où se placer dans la ville, comment créer enfin comment créer la première rencontre, en fonction de la nationalité, de l'apparence aussi des touristes. Ils vont savoir quel discours mettre en avant, c'est-à-dire qu'il va y avoir, ils savent très bien, c'est leur métier, détecter un petit peu l'origine socio-économique des touristes, c'est-à-dire savoir si elles sont plus ou moins riches, si elles sont plus ou moins hippies, si elles sont plus ou moins tout ça. Et en fonction de l'hôtel dans lequel elles sont, des excursions qu'elles font, ils vont leur donner des discours, ils vont ajuster leur discours. Enfin, c'est des experts en fait, donc c'est très difficile pour les touristes de savoir ce qui est le vrai du faux dans ces situations-là, quoi. Il y a une différence entre faire son petit voyage tranquillement, faire le Machu Picchu et tous les lieux touristiques, et puis passer 2 jours avec un véritable Inca qui va nous emmener dans des lieux secrets, hors dehors des circuits touristiques, nous montrer des choses que les autres touristes ne voient pas, et éventuellement passer la nuit avec un véritable Inca, ou en tout cas un descendant des Incas, ou avoir une romance avec lui, ça donne un caractère extraordinaire au voyage.
En fait, vous avez parlé de la Pachamama, de toute cette idéalisation de l'Inca, et je me demandais quel lien les bricheros entretiennent avec le New Age et comment ils en jouent. Eh bien, le New Age, ça permet vraiment de faire le pont. Les notions, par exemple, d'énergie, de toutes ces notions New Age vont permettre de faire un lien entre les pratiques locales andines en l'occurrence si on est à Cusco par exemple, et les voyageurs et les touristes. Puisque les touristes, même si ils ont peu d'attentes, peu de choses précises à mettre derrière l'exotisme andin, par exemple, ils ont quand même beaucoup de connaissances liées au New Age. Et le Pérou est vraiment un lieu, une destination privilégiée pour les voyageurs New Age, pour le tourisme mystique, pour le tourisme ethnique même aussi, contrairement à d'autres destinations, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme Cuba et comme par exemple la République dominicaine. Le Mexique, quand même, je me suis rendu compte quand j'y étais allée il y a 10 ans que c'était une destination privilégiée pour le tourisme un peu mystique, ethnico-mystique. J'avais fait un terrain de recherche là-bas et je voyais déjà les rites de Temazcal, toute cette idéalisation de la culture maya, l'astrologie maya qui revenait en force et qui revient, qui est très latente aujourd'hui. Et c'est intéressant, hein, je crache pas dessus du tout, mais c'est intéressant, comme vous dites, de voir comment ces civilisations préhispaniques servent de terreau et de vivier pour répondre à des attentes spirituelles des Européens. Exactement, exactement. Il y a vraiment un exotisme thérapeutique ou un exotisme curatif qui vient vraiment s'inscrire dans une démarche de développement personnel ou de la mouvance New Age. C'est vraiment tout ce qu'on explique depuis tout à l'heure, cette espèce d'essentialisation, de cristallisation des cultures dans le passé du développement. Enfin, le propre du New Age, c'est vraiment de venir piocher dans différentes cultures et d'assembler certaines pratiques spirituelles sans trop s'embarrasser de l'origine Des nuances. et des nuances, etc. On vient essayer de faire un patchwork de pratiques spirituelles au service de l'individu. C'est ça vraiment le passage, une des grosses différences, c'est que les traditions religieuses andines ne sont pas au service de l'individu, par exemple. Les rituels d'offrande, c'est les individus qui vont offrir des choses aux divinités pour essayer d'obtenir de meilleures récoltes ou plus de fertilité, etc. Axé en fait sur l'individu, pour nous, pour le je, le moi. Alors que comme vous le dites, voilà, les communautés autochtones, notamment, je crois les Péruviens, c'était le terrain de recherche de Lévi-Strauss quand il est allé en Amazonie. Je sais plus quelle communauté c'était, mais ce qu'il disait, c'est que quand il parlait aux plantes hallucinogènes, comme l'ayahuasca, ils en parlaient comme la abuela, comme ils vivent en osmose avec la nature. Enfin, la nature n'est pas séparée d'eux. Alors que dans le New Age, on est plus dans utiliser la nature pour aller mieux. Exactement, c'est exactement ça. C'est vraiment, on va, communier ou faire des rituels ou des cérémonies, que ce soit, enfin, avec la nature ou à travers des plantes psychoactives, pour en tirer parti, pour se nourrir, pour obtenir de l'énergie, pour soigner des maux, pour soigner des blessures, mais au service de l'individu. Donc c'est vraiment ça qui vient, en fait, et ce dont on est en train de parler, c'est vraiment ça le néo-indianisme. C'est comment le New Age vient transformer ou se fondre dans des pratiques locales et créer un autre rapport à la spiritualité, en fait. Effectivement, il y a un rapport utilitariste à tout ça chez les bricheros. Néanmoins, il ne faut pas aller trop vite non plus parce que d'une certaine façon, les effets de ces cérémonies ou de ces
croyances sont bien réelles aussi, en fait. Oui, thérapeutique, positif, notamment dans l'ingestion de l'ayahuasca. Enfin, même les scientifiques s'intéressent à ces effets-là sur le cerveau, sur le bien-être, sur la dépression. Alors, peut-être qu'on pourrait en parler un peu. L'ayahuasca attire de plus en plus de tourisme spirituel. Est-ce que le Brichero se fait passer pour chaman ou intercesseur pour des faux chamans? De toute façon, la dimension spirituelle est extrêmement prégnante dans les stratégies de séduction des Brecheros, puisque les touristes attendent ça. Donc évidemment qu'ils vont parler de ça beaucoup. Les plantes psychoactives, en tout cas le San Pedro et l'ayahuasca, c'est quelque chose qui est de plus en plus attendu par les touristes. Les offres touristiques dans les principales villes du Pérou, enfin surtout à Cusco, autour du tourisme mystique, c'est énorme. C'est en train d'exploser vraiment. Que ce soit les rituels de lecture de feuilles de coca, du cacao, de l'ayahuasca, du San Pedro, c'est en permanence. C'est-à-dire, on se balade dans les rues de Cusco. Toutes les 3 minutes, on nous propose une cérémonie. Dans les restaurants, il y a des flyers partout, cérémonie d'ayahuasca, cérémonie de San Pedro, etc. Donc, et c'est quelque chose qui est omniprésent dans les conversations des touristes. En tout cas, des touristes avec qui j'ai mené mon enquête, c'est-à-dire qu'eux se définissent plus comme voyageurs que comme touristes. Il y a toujours une petite différence. Les Bricheros, pour séduire les touristes, c'est le passage obligé de parler de ces plantes, de ces cérémonies, etc. Donc, le vrai ou le faux là-dedans, c'est toujours très compliqué. Qu'est-ce que c'est que l'authenticité? On ne sait pas tellement. Enfin, en tout cas, c'est une grosse question. En tout cas, il y a des guides qui vont organiser des cérémonies, que ce soit d'ayahuasca ou de San Pedro, qui vont être des nouveaux rituels, des réinventions de la tradition, qui vont être tout à fait radicalement différentes de ce qui va se passer chez les Shipibo, par exemple, même si ça se transforme beaucoup là-bas, effectivement, mais en tout cas, des façons de faire complètement différentes, mais qui peuvent être sous-tendues par des connaissances. Il y a quand même du savoir derrière tout ça. Ce n'est pas juste de l'instrumentalisation, etc. Par contre, effectivement, il y a la course à la consommation du tourisme mystique pousse les individus à proposer des services et à proposer des cérémonies, alors que, bon, effectivement, c'est peut-être un peu problématique. Enfin, ça peut être problématique. Je dirais que les bricheros, c'est des acteurs du milieu touristique qui vont s'adapter aux exigences du tourisme. Et donc, du coup, ce qui les mène à proposer des services et des cérémonies d'ayahuasca ou de San Pedro, c'est les transformations de l'offre et de la demande touristique au Pérou, quoi. Et est-ce que vous avez passé des entretiens auprès de femmes qui étaient à leur fin de leur voyage et qui étaient satisfaites de leur expérience et qui revenaient avec un capital symbolique, comme on dit en sociologie, enfin en tout cas une expérience qui leur permettait de retrouver du bien-être, une meilleure stabilité psychologique et qui s'étaient dit « Waouh, en fait, c'est vrai, j'étais allée chercher ça au Pérou et je l'ai trouvé. » Les femmes que j'ai le plus interrogées, c'est celles qui ont eu des expériences avec les bricheros. Et généralement, des expériences spirituelles, ça va un peu avec. En général, les bricheros néo-indiens vont amener souvent les touristes ou leurs partenaires à vivre effectivement des expériences extraordinaires, que ce soit eux-mêmes qui guident des cérémonies ou en tout cas ils connaissent plein de réseaux. Donc effectivement, les femmes qui entretiennent des relations ou des romances avec des bricheros vont avoir plus tendance à vivre des choses extrêmement fortes pendant leur voyage. Moi, ce qui m'a quand même surpris et ce qui est vraiment une tendance, un dénominateur commun à tous les discours des touristes que j'ai interrogés qui ont eu une expérience avec un brichero, c'est que malgré la déception amoureuse ou malgré le fait qu'éventuellement elles aient découvert le poteau rose, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont compris qu'elles se sont fait un petit peu mener en bateau, qu'elles se sont fait avoir, voire manipuler, et surtout qu'elles se rendent compte que
il les a un peu arnaquées, que disons qu'elles se rendent compte, ou voire même voler, hein, il y en a certains qui peuvent voler de l'argent à leur partenaire, et bien malgré tout ça, elle garde toujours un souvenir extrêmement positif de cette aventure. Je sais qu'il m'a amené en bateau, peut-être qu'il n'était pas tout à fait, qu'il n'a pas toujours dit la vérité, mais moi, c'est l'expérience la plus intense que j'ai jamais vécue de ma vie. Et ça restera toujours l'expérience la plus intense que j'ai vécue, qui est à la fois un mélange de spiritualité, de mysticisme, mais aussi de romantisme et une expérience sexuelle aussi beaucoup. Donc il y a tout ce package qui se mélange. On préfère oublier les points négatifs de ces expériences pour préserver le souvenir et pour pouvoir raconter ce souvenir et le garder pour soi et pour les autres, parce que c'est toujours utile de présenter ce récit aux autres. Ça nous fait gagner des capitaux. Et puis pour soi, c'est toujours bien de se dire qu'il y a un autre monde possible qui existe là-bas loin. Et ça permet peut-être justement de l'exotisme thérapeutique. Dans ce souvenir-là, il y a cette espèce d'exotisme thérapeutique qui vient se nicher, en disant ça existe, là-bas, je l'ai vécu. Et est-ce que dans l'échantillon de femmes que vous avez interviewées, est-ce que vous avez un pourcentage en tête parmi ces femmes, combien avaient pris l'ayahuasca ou le San Pedro ou avaient vécu une expérience mystique avec un chaman? Alors, je n'ai pas les pourcentages. J'ai posé cette question dans mon questionnaire. Je ne sais plus exactement le pourcentage. En tout cas, ce qui est très, très marqué, c'est qu'il y a plus de 75% des personnes que j'ai interrogées qui se disent prêts à tenter une expérience nouvelle pendant leur voyage. Quelque chose qu'ils n'auraient jamais tenté dans leur vie quotidienne. Il y a vraiment une disposition à la transgression, quoi. Il y a quelque chose où on est là, on va tenter des choses qui seraient interdites dans notre vie quotidienne, quoi, en fait, ou qu'on s'interdirait, ou qui seraient sanctionnées socialement, etc. Donc, dans toutes ces expériences, les prises de plantes ou des cérémonies de ce type-là, c'est ce qui vient en premier à l'esprit, en plus de monter des montagnes très hautes, de faire des randonnées dangereuses, etc., tout ça. Et en fait, il s'avère que le travail des Bricheros, c'est de proposer ce mysticisme qui correspond aux attentes et de venir glisser l'expérience sexuelle comme quelque chose d'extraordinaire à vivre dans le voyage qui n'était pas attendu avant, en fait. C'est un peu ça, ils viennent sexualiser un exotisme fascinant qui n'était pas sexualisé initialement. C'est vraiment, les touristes attendent de voir du mystique. Il n'y a pas d'attente sexuelle projetée sur le Pérou, il n'y a pas d'imaginaire géographique sexualisé, pour utiliser un terme correct. Et du coup, le travail des Bricheros, voilà, c'est de présenter cet imaginaire exotique non sexualisé et de venir le rendre érotique. Et ça, le New Age, il marche beaucoup là-dessus, parce que il va y avoir toute une combinaison de choses en disant l'énergie de la Pachamama va rentrer en toi par le chakra racine, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose du New Age qui va venir aider à sexualiser l'imaginaire exotique. C'est passionnant quand même. C'est fou. Mais j'ai plein d'autres petites questions, mais bon, on arrive quand même bientôt à la fin de l'entretien. Mais il y avait quand même quelque chose que je voulais vous demander. Ces Bricheros adaptent donc leur discours par rapport aux besoins, je dirais, intimes, érotiques de ces femmes. Et donc, ça serait peut-être un sujet à part entière, mais sur quel type d'hommes elles sont tombées en Europe
Quelle stratégie ces hommes européens enfin, même je vais dire quelque chose peut-être de cru, mais la manière dont fait l'amour les Européens, qui sont peut-être proches de la pornographie, et que quand on arrive au Pérou et qu'on a un bel homme cheveux longs qui va vous parler de chakra racine et qui va y aller doucement et qui va prendre son temps et qui va en fait endormir la personne, eh bien on arrive à une expérience différente et peut-être plus douce et peut-être plus en accord avec ce que recherchent ces femmes. Alors, pour le coup, Je sais pas. c'est vraiment un chapitre de ma thèse que j'ai consacré à ça, donc vous tombez parfaitement juste. Enfin, vraiment, la sexualité, c'est central, c'est un point central dans ce qui peut se passer entre les Bechiros et les touristes. Il y a tout un discours partagé par les touristes comme par les Bechiros autour d'une dichotomie entre le chaud et le froid. Les sociétés occidentales, européennes, nord-américaines seraient froides, physiquement, moralement, etc. Les gens seraient froids et la culture et la façon d'être seraient froides, contrairement, toujours en opposition, aux sociétés latino-américaines qui seraient chaudes. Et cette espèce de dichotomie, elle est mobilisée en permanence, de façon parfois positive, de façon parfois négative. En fait, ça dépend des situations. Donc, il y a toujours ce truc de chaud et de froid qui est mobilisé en permanence et qui font dire effectivement aux femmes comme aux hommes que, étant plus chauds, les latino-américains offrent des performances sexuelles plus appréciables. C'est-à-dire vraiment, ça aussi, c'est un dénominateur commun, c'est que toutes les femmes que j'ai interrogées vont vraiment souligner une sorte de révélation sexuelle, quelque chose qu'elles n'ont jamais vécu en Occident, beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus d'affection, de romantisme, etc. Effectivement, les Bricheros sont au courant de ça, c'est-à-dire qu'ils vont jouer sur ce stéréotype du Latin lover chaud, ils vont en rajouter des caisses aussi parce qu'ils savent très bien que c'est très exotique. Donc, il y a plein de choses qui viennent se nicher dans ces révélations ou dans le plaisir sexuel. Il y a le fait d'être face à quelqu'un qui a des pratiques et des discours différents de ceux qui ont pu être connus dans leur pays d'origine. Néanmoins, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait d'être éloigné de sa société d'origine et donc de ne pas avoir peur d'être sanctionné par le regard des gens avec qui on vit au quotidien. Donc il y a une forme de libération aussi vis-à-vis de la sanction d'être une femme impudique. Hein. Comme on est loin de chez soi, il n'y a personne pour nous juger si on passe quelques jours dans une chambre d'hôtel. Il n'y a personne pour nous voir. Donc ça, c'est très libérateur aussi. Et dans ma thèse, que j'explique aussi, alors là, je vais faire des raccourcis, mais c'est que, en fait, et ça c'est très important, je ne l'ai pas encore dit, mais que le bricherismo, ça vient contrarier complètement l'hétéronormativité. C'est-à-dire que c'est un homme plus pauvre qui va vivre de l'argent d'une femme. Donc ça, c'est vraiment très transgressif vis-à-vis de l'hétéronormativité. Généralement, c'est l'inégalité est au bénéfice de l'homme dans un couple hétérosexuel. Et ce qui donne une forme de pouvoir à la femme qui, généralement, dans une relation hétérosexuelle un peu plus classique, enfin bon, on connaît très bien les inégalités hommes-femmes, et donc qui se retrouve généralement en Occident eh bien, infériorisée. Là, elle devient en quelque sorte celui qui apporte l'argent. Donc c'est un rôle qui est attribué à l'homme, généralement, dans nos sociétés. Donc ça change complètement la donne aussi. Ça change complètement la donne. Et cette domination, ce statut ou ce rôle de dominante dans la relation intime, il n'est pas habituel. Ça vient complètement changer la donne. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas socialisées à être dominantes dans un couple hétérosexuel. Donc cette domination nouvellement vécue, elle va être mal vécue. Et pour réajuster cette situation, les dons économiques, ça vient rééquilibrer un petit peu. C'est-à-dire que la domination, elle est vécue comme illégitime. Je ne veux pas être une femme occidentale, capitaliste, dominante qui va t'écraser. Du coup, je donne de l'argent pour rétablir un petit peu une sorte d'égalité entre nous.
Et ça, c'est travaillé par les bricheros. Ils savent très bien faire culpabiliser. C'est une des stratégies principales. Ils savent très bien faire culpabiliser les femmes de cette position dominante, déjà vécue comme étant illégitime. Donc, ils vont travailler beaucoup là-dessus. Donc, ça va permettre de faire naître le don, c'est-à-dire qu'ils vont dire oui, vous, les Occidentaux, vous venez profiter de notre pays, vous venez nous piller, le tourisme, etc., etc. Donc, la réaction des femmes, c'est non, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne veux pas que tu me vois comme une occidentale prédatrice capitaliste. Donc, je partage mon argent avec toi le temps du voyage. Donc, ça, c'est vraiment une source de don. Et est-ce Et qu'un homme occidental ferait ça avec une brichera femme? il n'y a pas besoin de la culpabilisation pour les hommes. Ouais, c'est ça, hein? Voilà, puisqu'en fait, les brichera femmes et les hommes blancs, c'est quelque chose de tout à fait normé comme relation. C'est-à-dire les hommes sont plus riches que les femmes et ils vont payer et offrir des choses puisque c'est tout à fait socialement accepté, voire obligatoire de payer des cadeaux et d'entretenir les femmes. Mais du coup, pour pour revenir sur cette histoire de sexualité, la domination des femmes en termes de classe et de race va permettre aux bricheros de gagner de l'argent parce qu'ils vont jouer là-dessus en faisant culpabiliser les femmes. Et parallèlement, moi je me demande, en tout cas j'ai mis l'hypothèse dans ma thèse, que cette domination en termes de classe et de race des femmes dans l'intimité pourrait libérer le plaisir sexuel aussi. C'était un épisode un peu différent de d'habitude. J'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, pour celles et ceux qui m'écoutent là maintenant. Vous pouvez suivre toute l'actualité de Fleurs de Cactus sur mon compte Instagram, Susanna Darcambel. J'ai lancé un appel à témoignages il y a quelques temps de cela sur des personnes ayant traversé un burn-out ou une dépression liée au travail. Cet appel à témoignages est toujours ouvert, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je n'ai toujours pas d'homme qui est venu témoigner, que ce soit sur Fleurs de Cactus pour cette saison 3 ou pour cet appel à témoignages. Donc s'il vous plaît, je compte sur vous pour avoir que j'ai au moins un échantillon d'hommes, aussi minime soit-il, mais je trouve que ça serait important en fait. Peut-être aussi pour les pousser à s'exprimer, n'est-ce pas, sur leur vulnérabilité. Je vous souhaite une très belle fin de semaine ou une très belle journée, très belle soirée. Je ne sais pas à quel moment vous allez attraper au vol ce podcast. Je vous dis à très bientôt.